Salut la team. Donc on arrive sur la fin du Japon. Là je suis actuellement en Thaïlande dans la chambre. Et je tourne la vidéo, je vais tourner deux vidéos avec celle de Taïwan. Et je pense qu'à chaque fin de pays, je ferai un petit débrief. Donc je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. Et cette vidéo, premièrement, on va parler de l'échange culturel. Donc la barrière de la langue. Et aussi tout ce qui est culture, le choc culturel avec le nôtre. Ce que j'ai remarqué, c'est que le japonais est très poli. Il a beaucoup de règles à savoir. Et si tu es touriste et tu le fais, c'est pas si mal poli, mais quand même, évite, tu seras mal regardé. Donc, en premièrement, il y a ne mangez pas quand vous êtes en train de marcher en fait. Il y a quoi d'autre qui m'a vraiment perturbé? Les métros sont très silencieux. C'est une ville sans poubelle aussi. En vrai, c'est stupide de vous dire ça, de prendre avec vous un petit sac. Tout le monde va vous dire de prendre un petit sac. Mais il y a des 7-Eleven à tous les 100 mètres. Et les Japonais, clairement, ils achètent un truc. Peu importe le combini, hein. Ils vont, hop, au premier qui arrive, bam, ils jettent, ils partent. C'est un peu leur poubelle publique, entre guillemets. Ça a été pour moi le plus gros choc. La barrière de la langue a été vraiment un frein pour moi. Il faut savoir que je parle pas anglais, enfin très peu anglais. J'enchaînais pas sujet verbe complément quoi. Et là maintenant je me débrouille mieux parce que ça fait 3 mois que je voyage. Pendant les 2 mois que j'étais au Japon, clairement l'anglais ça butait. Dans les grandes villes, ça va, ils font l'effort de te comprendre et ils sont bienveillants aussi les Japonais. Donc j'arrivais à me débrouiller et je rencontrais des Français souvent qui parlaient bien anglais aussi. Et dis-toi, même si tu galères, au pire des cas, tu as ton téléphone, tu as Google Traduction, utilise-le. Vraiment, Google Traduction et Traduction, si tu es sur iPhone, tu as une application qui s'appelle Traduction et elle est vraiment puissante, genre utilise-la. Vraiment, elle vaut vraiment le coup. Moi, j'ai utilisé que ça m'évitait d'aller sur Google, télécharger Google, quoi que ce soit. Après, télécharge quand même Google pour les textes. Genre, tu peux prendre en photo des textes et ça te les traduit. Et ça, c'est hyper important parce que la plupart du temps, ils ont les menus en japonais et certains, ils n'ont pas en anglais. Donc, si tu trouves un anglais stylé, mais vu que tu es souvent dans le délire du voyage, tu vas essayer de goûter le culturel et aller te mettre comme les locaux. Et là, c'est dans les petits restaurants qui se passent vraiment les choses. On m'a toujours dit, ouais, il faut toujours du cash, toujours du cash, toujours du cash. Ouais, c'est faux. Il faut savoir qu'on peut payer partout avec la carte quasiment. Il n'y a que les petits commerces et les street food où ça ne sera pas possible. Mais après, il y a fort possibilité que quasiment tout le temps, il y a la carte bancaire. Il faut juste que vous y allez et vous demandez carte de crédit ou sinon vous voyez sur la porte s'il y a écrit Visa, c'est bon. Parce que vous allez voir que le cash, c'est utile, mais sur certains moments. Donc voilà. Bon, deuxième partie, je vais vous parler des villes. Donc les villes, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc des goûts et des couleurs. Donc là, c'est mon avis personnel sur les villes. Et vous allez voir que je suis très au contraire des gens. Donc j'ai fait de Tokyo jusqu'à Hiroshima. Donc je suis parti jusqu'au sud. Il faut savoir que Tokyo, je suis resté 3 semaines et à la fin ça devenait un peu compliqué là. C'est pas que j'avais fait le tour, mais l'ambiance me pesait, c'était une grande ville. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un des grandes villes de base. J'avais déjà fait Tokyo une année. Pour moi, je la note, tu vois, entre 6 et 7 sur 10. Puis après, je suis descendu à Hakone, une petite campagne, et là, tu vois, j'ai kiffé, tu vois. Là, je vais sur du neuf, Hakone, source chaude, incroyable. Puis après tout ça, je suis parti, fait Nagoya, toutes ces villes comme ça, mais j'étais qu'une nuit. Est-ce que ça vaut le coup de les noter? Je pourrais pas vous dire parce que je les ai rush. Genre je suis allé très vite sur mes destinations, il n'y avait pas grand chose à faire à mes yeux. Je suis allé parce qu'il fallait faire des points d'arrêt sur mon trajet. Et voilà quoi, j'étais pas pressé donc juste mon petit road trip au Japon. Donc je suis resté même pas une journée et je bougeais directement le lendemain. Après, il y a eu quoi? Après, je suis allé à Osaka. Osaka, pour moi, banger. 9 sur 10. Il faut savoir que je mets jamais 10 sur 10. Mais là, 9 sur 10, il y a plein de choses à voir, plein de temples. Et en fait, tu es dans la possibilité de loger à Osaka. Et tu as 40 minutes Kyoto, pardon, et 40 minutes Nara. Dans la journée, ça se fait. Tu veux faire un aller-retour, tu le fais. Nara, je l'ai fait une journée, je l'ai fait. Matinée bouclée, je suis revenu en fin d'après-midi, plus grand chose à faire. Donc Osaka, par rapport géographiquement, par rapport à l'ambiance, par rapport aux gens
qu'il y a à Osaka, pour moi, c'est un 9 sur 10. Kyoto, Nara. Donc Kyoto, pour moi, ça a été un changement par rapport aux villes. Il y a un côté très rural et un côté très traditionnel. Et il faut savoir, le côté traditionnel, ça met une claque, hein. L'architecture, tous les temples. Moi, je suis sur à peu près du... Ouais, je mets du 7, tu vois. Genre, c'est bien, mais t'as pas grand-chose à faire. 2 jours grand max, c'est bouclé. Nara, activité sympa. La seule activité que tu auras, ça sera les jardins zen. Pareil pour Kyoto, il y a des jardins zen et c'est pas mal. Quoi d'autre? Il y aura les dents, les fameuses biches. Et c'est tout. T'es tout seul en voyage, tu bâcles la chose rapidement. Et nous, on était deux. J'avais rencontré une Française, on était deux. Et on l'a bouclé, mais à une vitesse grand V, tu vois. Donc vraiment, il faut pas que vous mettez à dire ouais, je dois dormir une nuit. Moi, c'est un conseil personnel. Allez-y. Mettez-vous à Osaka une semaine et faites les allers-retours s'il faut. Il y a un pass, mais ça j'en parlerai sur les prochains trucs. Une autre ville que j'ai bien aimée, c'est Hiroshima. Bien sûr, je suis passé par des petites étapes avant d'aller à Hiroshima. Pour moi, c'est un 7. Ouais, c'est un 7. Genre un 7, 8. Allez, 7,5. Pourquoi? Parce que Hiroshima, il y a une histoire, il y a tout un jardin. Si tu t'intéresses à la chose, tu te rends compte que l'histoire d'Hiroshima, elle est incroyable. Toute l'histoire y est bien enfermée et tu le vois. Et là, vraiment, j'avais kiffé. J'ai passé qu'une nuit, donc je les rush. Faut pas se mytho, je les rush. Vraiment, bonne expérience. Après Hiroshima, je suis allé à Fukuzaki. Donc c'est une campagne complète. Là, pour moi, je la noterai sur du 8. Ouais, du 8. Pourquoi? Parce que si t'aimes marcher, et en famille ou peu importe, même tout seul, tu poses ton sac à Osaka, c'est à 2 heures de train. Sinon, tu as ton sac avec toi. Moi, j'avais mon sac, je l'ai laissé dans le parc et j'ai fait toute la randonnée. En fait, c'est un parcours sur tout le village. Donc, c'est quand même une ville un peu peuplée. Il y a une partie très campagne, une partie très ville. Donc là, tu vas voir que c'est le genre de campagne très traditionnel. Et l'avantage de ce village, de cette ville, c'est qu'en fait, pendant tout ton parcours, tu vas rencontrer 21 yokai. Donc j'ai fait un vlog dessus. Donc n'hésitez pas à aller les voir, comme ça vous voyez un petit peu. Et je le conseille pour un dimanche, si tu veux sortir de la ville, si tu veux te reposer, si tu aimes marcher, si tu es seul ou bien entre amis, c'est à voir. Donc voilà. Pour les villes, pour moi, c'est tout. Bien sûr, il y a eu des petits villages, des petits trucs. Mais je t'invite à aller voir mes vlogs pour que tu te rends compte de ce qu'il y a dans les alentours. Donc voilà. Maintenant, on passe sur les logements. Il faut savoir que je suis resté 2 mois au Japon. J'ai gaspillé une bonne somme parce que je vivais convenablement, on va dire. Mais il faut savoir que je dépassais pas autant que ça. J'étais pareil qu'en France. Je me faisais pas forcément grand plaisir, mais je me faisais plaisir. Pour un mois au Japon de logement, je mettais 100 € semaine. Il faut savoir qu'il y a différents types de logements. Donc 100 € semaine, j'entends bien sûr dans les héberges de jeunesse. Il faut savoir que c'est quasiment que des capsules hôtels. C'est quasiment que ça. Donc tu as ton intimité, tu as juste un rideau. Peut-être vous êtes tous dans le truc, mais tu as ton intimité, tu as ton rideau. Personne ne te voit, personne ne te fait chier. Tu as des casiers pour mettre ton sac. Vous pouvez aller voir sur mon TikTok qui s'affiche quelque part par là que j'ai fait une vidéo sur un logement e-sport. Je suis resté la semaine à Osaka. Il était à Osaka et il était clean. Genre c'était limite une chambre. Et après j'ai trouvé des hôtels au même prix qu'une capsule hôtel. Tu as juste la chambre. Bien sûr après le reste c'est en commun, mais tu n'as que la chambre. Après, est-ce que je pourrais vous conseiller d'aller dans des Airbnb? Je l'avais fait une année. Quand j'étais allé la première fois pour 2 semaines, j'avais payé quand même 400 balles pour 2 semaines. Donc 400 € pour un mois et 400 € pour 2 semaines. Voilà la différence. Ça va dépendre avec qui et combien de temps vous y allez. Si vous êtes comme moi sur un road trip sur toute l'Asie, prenez les auberges de jeunesse. Vous allez vous créer des contacts. Vous allez vous faire des amis. Vous allez avoir... rencontrer des gens qui vont vous donner des astuces, rencontrer des Japonais, parce qu'il y a beaucoup de Japonais dans les capsules hôtels, donc ça peut être intéressant pour l'échange. Maintenant, si vous êtes 2, 3, vous venez en équipe ou quoi que ce soit, prenez un logement Airbnb, vous trouverez clairement votre plaisir, vous serez en groupe, vous aurez dans votre petite bulle, et quand vous voulez sortir de cette petite bulle, vous avez juste à vous intégrer à la population japonaise. Donc voilà.
Et il y a bien sûr les fameux guest house. Pour moi, si tu as un voyage road trip, va pas t'isoler. Va dans des auberges de jeunesse. Tu as trop de choses à perdre à rester dans une guest house. Tu vas te faire chier. À part si tu es hyper sociable et dans la rue, t'accostes les gens. Mais honnêtement, la guest house, maintenant, si tu es sur des projets d'études ou quoi que ce soit sur du long terme, ça peut être intéressant parce que c'est un loyer que tu vas payer. Donc ça peut être... c'est toujours intéressant, ça a des bons prix. Il n'y a que le premier mois qui est un peu cher parce que tu dois donner ça, plus ça. Genre, il y a beaucoup de choses. Il faut que vous renseigniez sur la guest house. Il y a plusieurs choses à donner le premier mois. Mais le reste, ça reste convenable si tu restes pour un visa de travail, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est tout pour les logements. On va passer sur la catégorie de la nourriture. Donc pour la nourriture, j'ai pas fait de restaurant français et j'ai fait beaucoup de restaurants traditionnels où bien sûr j'ai beaucoup mangé dans les combini. Il faut savoir qu'en nourriture, j'étais à peu près, je suis un grand mangeur. J'étais à peu près à 500 euros par le mois, je pense. Ouais, et je mangeais tout le temps dehors. Tout le temps dehors, c'est-à-dire, tu peux manger des ramen pour 900 yens. À peu près, allez, pour 1000 yens. On arrondit à chaque fois 1000 yens. Tu peux aller très bien manger dans un combini pour 300 à 400 yens. Moi, je mangeais souvent au combini le soir. Et le midi, je me faisais un vrai repas. Du style resto de ramen, sushi. J'aimais bien aussi prendre des bento, je ne veux pas vous mytho, je prenais énormément de bento parce que la plupart du temps, tu vas au supermarché, tu prends un bento, tu marches, je sais pas jusqu'à où, tu t'arrêtes un combini, tu fais chauffer, hop, tu manges dans un parc et hop, tu repars. Ouais, le midi, je mangeais souvent soit bento, soit resto et j'étais passé en resto, jamais les milliennes. À part si tu bois de l'alcool, il faut savoir que l'alcool c'est aussi cher que la bouffe. Ouais, 500 euros par mois. Ouais, facile. Et ouais, c'est à peu près. Je vous mettrai la division par jour. Mais c'est pas trop cher. Et voilà. Donc en nourriture, vous pourrez vous trouver plein de choses incroyables. La culture japonaise a une gastronomie incroyable et énorme. Beaucoup sucrée, mais très bonne en soi. Les street food, essayez. C'est incroyable. Allez chercher les petits restos. N'allez pas chercher les enseignes. Tu peux aller manger une fois ou deux au McDo, tu vois, ça fait toujours plaisir. Donc la nourriture, c'est tout pour moi. Maintenant, on va passer aux moyens de transport. Alors les moyens de transport, comment vous dire c'est le plus cher? Moi, je vous conseille en avance de prendre la carte Suica, la mettre sur votre téléphone et je t'invite, si tu as tout ce qui est métro, tout ça à Tokyo, de regarder les passes. Donc il faut savoir que je vais te mettre tous les liens en description. Donc voilà, il y a ça. Et maintenant, après les différents passes, il y a même des passes pour Osaka, Kyoto et Nara sur 3 jours qui peut être intéressant. Et le fameux pass de 5 jours comptait Kyoto aussi. Donc il y a de quoi se retrouver sur plusieurs sites. Donc pour moi, c'est ce qui m'a coûté le plus cher en transport. J'ai pas calculé les transports, mais je sais que j'ai dépassé les 300 euros de transport pour le mois, en tout cas, par mois, 300 euros. Donc sur 2 mois, on est à 600 euros facile. Bon, maintenant on va parler des rencontres. Comment rencontrer des gens ou des locaux? Pour les Français, c'est très simple. Tu peux très bien aller sur des communautés sur Facebook françaises. Moi, je t'invite à faire ça plutôt, à proposer d'aller boire un verre, se rencontrer, manger ensemble. Vous allez partager, peut-être faire des sorties ensemble. Donc, si tu es tout seul sur le voyage, t'inquiète pas. La solitude, tu l'auras au début, puis après, ça va petit à petit, tu vas te sociabiliser. La meilleure façon, de rencontrer les gens, c'est d'aller au contact. Le japonais n'est pas fermé, n'est pas forcément sociable, il est plutôt timide. Mais dès qu'il est plus timide, c'est bon, ça se lâche, tu vois. Et je vous conseille une chose, de sortir en soirée. Donc voilà, c'est tout pour les rencontres. Maintenant, on va passer sur l'étape d'Internet. Alors, pour avoir du réseau, comment on fait? Tu as plusieurs solutions. Tu as la Pocket Wi-Fi et la eSIM, ou bien la SIM. Moi, je conseille, si tu as un iPhone, il faut regarder si ton téléphone est compatible, mais je conseille la eSIM. Pourquoi? Tu ne te trimbales pas une Pocket Wi-Fi, tu n'es pas là à toujours devoir recharger tous les soirs ta Pocket Wi-Fi, tu as ton téléphone et c'est aussi simple. Tu as plusieurs sites que je te mettrai en lien aussi. Maintenant, la Pocket Wi-Fi, quand vous êtes plusieurs, c'est utile.
parce que tu prends une pocket Wi-Fi, internet illimité, vous êtes plusieurs dessus, plusieurs personnes peuvent se connecter. Et voilà, pour moi, c'est le mieux quand vous êtes en groupe. Tu as le côté groupe et le côté seul. Après, tu as la fameuse SIM que tu peux trouver partout, comme en France, rechargeable. Là, tu peux la trouver dans tous les combini ou bien ailleurs, tu vois. Je rappe pas mal, je kick ma vie, ça joue au mental. Je pense pas centime ni sentimental. Je rappe, je ris souvent, j'avance cheveux au vent. J'ai ouvert mon troisième œil, aujourd'hui je rappe orgueil. Boucle dorée.